La loi portant principes fondamentaux relatifs au tourisme a été votée par les élus ce mercredi 10 janvier au Sénat. Et puis en culture, l'artiste musicien congolais Félix Wazekwa a procédé ce mercredi 10 janvier à la cérémonie de vernissage de son tout premier livre intitulé « Les petits bonbons de la sagesse ». Nouveau rendez-vous du journal. Merci de nous rejoindre. Au Sénat, les élus ont voté la loi portant principes fondamentaux relatifs au tourisme ce mercredi 10 janvier. 64 sénateurs sur les 108 que compte la Chambre haute du Parlement ont pris part à ce vote qui se fait article par article jusqu'à la clôture de la séance. La Commission électorale nationale indépendante CENI a réceptionné le mardi 9 janvier un premier lot de 8 kits de la machine à voter. Les détails dans cet élément. Le premier lot de 8 kits de la machine à voter a été réceptionné le mardi 9 janvier à l'aéroport international de Ndjili par le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Jean-Pierre Kalamba Moulumba. À la tête d'une forte délégation des experts de la CENI venus de la Corée du Sud, le rapporteur de la centrale électorale a tenu à signaler que le chemin des élections est irréversible. Et il a par la même occasion invité toute la population congolaise à se préparer aux élections dans le mois à venir. Le premier lot de machines à voter réceptionné tient compte de toutes les préoccupations soulevées précédemment par les différentes parties prenantes au processus électoral dans la phase expérimentale de cet outil de vote, a rappelé Jean-Pierre Kalamba. Il confirme les débuts effectifs dans les prochains jours d'une forte campagne de sensibilisation de proximité sur la machine à voter telle qu'annoncée par le président de la CENI. L'objectif poursuivi est d'atteindre tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo avec cette machine à voter. La machine à voter offre plusieurs avantages, notamment la réduction du temps de vote et de la période d'attente de l'annonce des résultats, la réduction de la fraude électorale, sinon sa suppression. La réduction du coût global des élections, sans oublier que le comptage de voix est à la fois manuel et électronique. Également dans l'actualité, dans une correspondance datée du mardi 9 janvier, le leader du G7, Pierre Lumbi, a demandé au président du Rassemblement, Félix Tshisekedi, à convoquer une réunion d'urgence en vue de réorienter leur combat suite à l'expiration de l'accord de la Saint-Sylvestre. Qu'en pensent les proches du président du Rassemblement? Abraham Louakabwanga, porte-parole de Félix Tshisekedi, s'est exprimé à ce sujet au micro de Kakoudji, Charlie Kitenge. Je ne vois pas en quoi une lettre d'un partenaire, de surcroît le G7, une des composantes du rassemblement, pourrait amener à des conclusions hâtives comme celle-là. Je crois que cette lettre, la seule remarque que je ferais, c'est que je regrette que cette lettre se retrouve dans les réseaux sociaux. C'est une lettre en interne, adressée par le président du comité des sages, qui est également un des responsables du G7, auprès du président du Rassemblement. Et pour ceux qui suivent attentivement les news, hier, il y a eu une réunion du RASOP qui devrait se déterminer par rapport à l'importante réunion qu'ils avaient, ou que nous avons eue hier avec le responsable de l'envoyé spécial de l'Union africaine. Donc, et auprès de ce dernier, le RASOP a réitéré sa volonté de voir une transition en 2018 sans Joseph Kabila. Le Rassemblement a réitéré également la mise en application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. La décrispation politique aujourd'hui tarde à être effective. Il n'y a pas que cela. Il y a également les autres engagements que les uns et les autres devraient souscrire. Donc ici, je crois qu'il ne faudrait pas se hâter à croire qu'il y a une crise en interne. Non, le Rassemblement est une plateforme où il y a également de la démocratie, c'est ce qu'on pourrait voir. Si un des partenaires voudrait avoir des précisions, il est important, il a manifesté. Il y a eu, comme je le dis hier, déjà une pré-réunion qui a permis à ce que les choses soient élaguées. Et ceux qui suivent attentivement
l'actualité, on remarqué la présence très remarquable de l'honorable Christian Mwando Simba, qui faisait partie de la délégation en tant que membre du G7 auprès de l'Union africaine. Donc, il n'y a rien. En janvier, la reprise du procès du sénateur Jean-Pierre Bemba sur appel de la partie défenderesse sur l'arbitrage de 5 juges censés statuer sur son acquittement. Madame Christine van den Wingerts, juge-président de nationalité belge, née le 2 avril 1952 à Anvers, en Belgique, est une experte du droit pénal international, de la procédure pénale et du droit pénal comparé. Juge à la Cour pénale internationale depuis 2009, elle reçoit le titre de noblesse baronne le 8 juillet 2013 pour ses états de service attribués par le roi Albert II de Belgique. Professeure d'université et juge, elle a travaillé pour l'ex-Yougoslavie de 2003 à 2005. Elle intègre la Cour pénale internationale à partir du 11 mars 2009 pour 9 ans. Juge de 2000 à 2002 à la Cour internationale de justice. Elle fait partie du trio qui constitue la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale. En 2014, elle se désolidarise des 2 autres juges dans l'instruction du procès à venir de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Howard Morrison, né au Royaume-Uni le 20 juillet 1949, professeur à l'Université de Londres à la faculté de droit, depuis 2011, juge à la Cour pénale internationale. Actuellement professeur honoraire, il a été appelé au barreau de l'Angleterre depuis 1977. Il a étudié la criminologie, le droit civil et le droit de la famille depuis 1986. Il présenta sa démission au tribunal spécial pour le Liban, laquelle prendra effet le 14 juillet 2009 pour avoir été nommé par le secrétaire général des Nations Unies près le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, à compter du 31 août 2009. Piotr Hofmanski, juge de nationalité polonaise, est né le 6 mars 1956, 61 ans. Il est professeur à l'université Nicolas Copernic, juge-président de la dite chambre et assisté de ses assesseurs Kuniko Ozaki, Sanji Masemeno. Juge-président de la chambre préliminaire de la Cour et assisté par ses assesseurs Kuniko Ozaki, Sanji Masenono et autres. Chil Eboué Osuji, né le 2 septembre 1962, 55 ans, à Anara, au Nigeria, professeur à l'université de Calaban, auteur du livre International Law and Sexual Violence in Armed Conflicts. Il est juge à la CPI depuis le 16 décembre 2011. Il a poursuivi ses études universitaires de droit où il obtint son master à Montréal et à Québec, au Canada, où il devient docteur en droit. Madame Sanji Monageng, de nationalité botswanaise, née le 9 août 1950 à Seron, au Botswana, juge à la Cour pénale depuis 2009, diplômée en droit de l'Université du Botswana et devient juge de son pays en 1989. En 2003, elle sera élevée à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, une institution judiciaire de l'Union africaine dont elle devient présidente en 2007. C'est depuis 2009 qu'elle est élue comme juge à la Cour pénale internationale pour un mandat de 9 ans et affectée à la chambre préliminaire de la Cour. À ce titre, elle a délivré en 2011 un mandat d'arrêt contre Mouammar Kadhafi en audience publique à La Haye. En 2012, elle formule l'avis de la chambre préliminaire sur la nécessaire détention de Laurent Gbagbo. Dans le même chapitre, les partisans du mouvement de libération du Congo ont réagi au sujet du procès de Jean-Pierre Bemba, autorité morale de leur parti politique. Ils sont tous au micro de Jackson Michaud, Mikado Makessi.
Il s'est ouvert ce mardi 9 janvier le procès en appel de l'ex-vice-président congolais Jean-Pierre Bemba à La Haye, aux Pays-Bas, suite à la requête introduite par les sénateurs après la dernière décision du tribunal le condamnant en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique. Les témoins des victimes sont aussi déjà désabusés du fait d'un groupe de témoins qui avaient revendiqué leur dû, qui avaient réclamé leur dû auprès du procureur. Aujourd'hui, là, ils sont déjà en train de se tordre le doigt parce qu'ils savent qu'ils seront mis à nu. Ils avaient avoué que c'est le procureur qui leur avait fait écrire, il leur avait fait signer un document, soit en contrepartie, qui leur payerait de l'argent s'ils arrivaient à faire cela. Donc, le montage du procureur se révèle à tous les niveaux. Par ailleurs, il y a eu également des aveux en plein procès, en pleine audience, comme quoi l'argent venait de Kinshasa. Pour la défense dans son plaidoyer, la Cour a confondu en première instance, primo, le concept de contrôle effectif de troupes avec le commandement général de la rébellion. Car pour eux, être en contact ne signifie pas avoir un commandement opérationnel. Segundo, cette même chambre n'aurait pas dû non plus parler des circonstances aggravantes puisque Jean-Pierre Bemba, alerté sur les crimes commis par ses troupes, aurait pris des mesures pour y mettre un terme. Tertio, les avocats du Chairman déclarent la peine infligée à l'opposant est trop élevée par rapport à ce qui s'est fait dans d'autres procès internationaux. Nous sommes en train de constater là la dérive judiciaire qui a prévalu à l'arrestation de Jean-Pierre Bemba. Depuis le début de cette audience, la défense est en train de démontrer comment le procureur a failli à sa mission, comment le procureur s'est greffé sur des considérations générales sans preuve aucune. D'ailleurs, il y a quelques minutes, les juges ont négocié en huis clos. Ils sont allés parce que le procureur n'arrive pas à présenter les charges réelles. C'est ce qui a prévalu en son temps. Les raisons du report, c'est-à-dire de la requalification des faits. Rappelons par ailleurs que les audiences vont se poursuivre jusqu'au 12 janvier et une autre le 16 janvier afin d'entendre les conclusions et observations des parties sur les différents appels qui ont été interjectés. On va parler autre chose à présent. Les dégâts causés par les fortes pluies qui se sont abattues dans la ville-province de Kinshasa ces derniers jours n'ont pas laissé indifférents les Kinois. Augustin Kabouya, porte-parole de l'Union pour la démocratie et le progrès social, LIMETE, accuse quant à lui les autorités politico-administratives d'avoir une mauvaise politique d'urbanisation de la ville. Il est au micro de Padou Kakoudji. Oui, merci beaucoup pour la question. Pour ne pas apparaître comme quelqu'un qui est animé de la mauvaise foi, le résultat est là. Toute personne animée de bonne volonté peut se prononcer en rapport avec ces résultats que tout le monde est en train de déplorer. D'abord, je tiens à préciser une chose. Ces gens-là, avant de construire là où ils avaient construit, ils ont eu quand même à mener des démarches auprès des autorités de la République ou bien de la province. Et c'est à partir de leur entretien qu'ils ont été acceptés comme tels. Mais si nous vivons cette situation catastrophique, est due à la mauvaise gouvernance des gestionnaires actuels de la République. Moi, je pense qu'il y a un manque de volonté politique pour mieux faire. Puisque ces gens-là, je vois très mal comment est-ce qu'ils pouvaient aller occuper de l'espace sans toutefois être reconnus par l'État congolais. Nous pouvons que constater et condamner, puisqu'il y a eu perte en vies humaines. Ce n'est pas la première fois. Chaque année, nous vivons la même situation. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que cette situation ne va plus encore se reproduire? Il y a plusieurs questions qui restent en suspens. Mais je pense que le régime en place a failli à sa mission. Il y a l'absence totale de l'État dans tous les secteurs de la vie.
Depuis le mois de novembre dernier, une épidémie de choléra est observée dans la ville-province de Kinshasa. Et suite à cela, Médecins sans frontières, en collaboration avec le ministre de la Santé, le docteur Oli Ilunga, ont mis en place un centre de traitement au camp Luka dans la périphérie de Kinshasa. Plus de détails dans ces propos recueillis par Pardou Kakuji. Au fait, l'épidémie de choléra à Kinshasa, comme partout d'ailleurs dans le pays, c'est depuis le début de l'année que les camps ont commencé à être notifiés. Mais néanmoins, signalons qu'à partir de la semaine 49 jusqu'à nos jours, nous avons constaté une recrudescence des cas. Signalons au total un chiffre de 450 cas enregistrés à travers la ville, province de Kinshasa. 6 zones de santé sur les 33 zones sont touchées. Parmi ces cas, on a enregistré 25 décès. Et à l'heure actuelle, je vous parle, nous avons au moins 42 patients au niveau de l'unité de traitement à Mbinza Météo et 17 patients au niveau de Pakadjouma à Limité. Le nombre de cas ne fait qu'augmenter. Et bien voilà, c'est aussi lié aux événements récents des inondations. La prise en charge elle est simple, c'est juste la réhydratation parce que le malade, s'il est infecté, dans moins de quelques heures, en 4 heures, il peut décéder s'il n'y a pas la réhydratation parce qu'il va faire une émission profuse de sel et de vomissements incoercibles et dans moins de 4-6 heures, le malade peut mourir. Mais néanmoins, si on réhydrate, c'est-à-dire on remplace les pertes hydriques, le malade dans 72 heures, il peut être guéri facilement. La guérison est facile si on réhydrate les patients, on remplace les pertes. Et la prise en charge attend, donc la prise en charge c'est basé sur les traitements de réhydratation, plus oral, mais si le malade est dans un stade avancé, c'est-à-dire il y a la collapsis, voilà, les chocs, là il faut vraiment les plancer, il faut réhydrater par la voie parentérale, c'est-à-dire une perfusion. Mais néanmoins, le seul traitement c'est la réhydratation, remplacer les pertes. Le gouvernement a mis en place un programme qui est en train vraiment de travailler aussi avec d'autres ministères, entre autres le ministère de l'énergie. Voilà, on est sûr vraiment que ce qui est mis en place c'est pour desservir certaines zones non couvertes par l'eau potable pourra contribuer. Mais néanmoins au niveau des unités de traitement, parmi les 6 zones de santé touchées, c'est beaucoup plus en Mbinza Météo où plus de 50% des cas ont été notifiés, même des décès. Parlons culture à présent, la sortie médiatique du tout nouveau livre de l'artiste musicien congolais Félix Landou Wazekwa, intitulé « Les petits bonbons de la sagesse », a eu lieu ce mercredi 10 janvier. À travers une conférence de presse organisée pour l'occasion au Fleuve Congo Hotel, la star a fixé l'opinion sur les contenus de son ouvrage. Charlie Titenge. Remplie comme un neuf, la salle de conférence du Kempinski Hotel a revêtu sa plus belle robe pour un événement de plus particulier qui consacre officiellement par la grande porte l'entrée du chanteur parolier Wazekwa Félix dans la chambre artistique des écrivains. J'écrivais des livres. À ce moment-là, on appelle d'abord manuscrit. Donc, commencer à la main. Bon, il y en a aujourd'hui qui écrivent directement sur l'ordinateur. Ça ne change pas, c'est toujours un manuscrit. J'ai donné ça à plusieurs éditions françaises. Il m'aidera plus à l'aise, faire un bon travail. Voilà. Et parmi ces maisons-là, j'ai choisi l'édition Bergame parce que c'est une branche de la maison Hachette. En fait, c'est la maison Hachette qui distribue les livres. C'est pourquoi même hier, j'ai fait dans le Figaro, dans le journal français. Donc, ils sont en train de faire de la promotion. Au moment où nous parlons, le livre est sorti partout dans le monde. Politique, musicien, comédien, professeur d'université, journaliste, ainsi que différentes personnalités se sont tous donné rendez-vous pour le vernissage du livre « Les petits bonbons de la sagesse » qui vient de voir le jour. Je souhaite longue vie à ces livres. Composé de 174 pages, ce livre édité par la célèbre édition française Hachette, Les petits bonbons de la sagesse, est un ouvrage électrique qui met un accent sur les relations humaines et des faits sociaux. Démontre un sens aigu d'observation et de témoignage personnalisé. La preuve en est que l'auteur s'exprime toujours à la première personne du singulier avec le « je » ayant plaidoyé à conviction en direction du lecteur.
pour tous celui. Pour adresser un petit mot à Lingala aux artistes et musiciens. De quoi suite, invitation à commis à Tilelio, c'est qu'il y a une marque de considération. Cette décision parce qu'il y a longtemps qu'il souhaitait le faire, il hésitait. Et félicitations à son éditeur, à lui-même. Et merci beaucoup à tout ce grand public, ces journalistes venus très nombreux soutenir ce vernissage. Bonne chance au petit bonbon de la sagesse. Longue vie à lui et très longue carrière encore dans l'écriture, non seulement dans les essais, mais cette fois-ci aussi dans d'autres formes d'écriture. Que faire la politique monétaire, c'est par exemple de l'art, vous comprenez. Et Félix Oisek, en tant qu'artiste et musicien, aujourd'hui reconnu par tout le monde à travers la profondeur de ce qu'il vient de publier, comme étant également un philosophe, n'est-ce pas? Et je pense, à mon humble avis, que il a, et même dans sa vie courante. Porté sur fond baptissimo par le ministre provincial de la Culture, l'ouvrage de Monstre d'amour Félix Oazekwa vient d'enrichir les bibliothèques de l'Afrique en général et de Kinshasa en particulier. En international, pour terminer, 2 jours de deuil national décrétés par le gouvernement sénégalais suite à la mort de 13 personnes survenues le lundi 8 janvier lors d'une attaque perpétrée par des éléments armés dans la région de la Casamance en proie à l'instabilité depuis 35 ans. Regardez. Des drapeaux en berne devant les bâtiments administratifs à Ziguinchor lundi, signe de 2 jours de deuil national décrété par le Sénégal suite à l'attaque perpétrée samedi dans une forêt de la capitale de la Casamance et qui a coûté la vie à 13 personnes. C'est donc tout un pays qui est consterné après cette attaque perpétrée par des éléments armés dans une région en proie à l'instabilité depuis 35 ans. Dimanche, l'armée sénégalaise poursuivait encore les auteurs de cette tuerie. Pour cette mission, les forces armées sénégalaises ont déployé notamment 150 parachutistes. Selon des sources, le bois serait à l'origine de cette tuerie. Les victimes étaient en effet en train de ramasser du bois dans la forêt lorsqu'elles ont été attaquées, a fait savoir le ministre sénégalais de l'Intérieur. Voici l'un des rescapés de la tuerie qui a fait 13 morts et une demi-douzaine de blessés en Casamance, dans le sud du Sénégal. Amadou Diallo se remet de ses blessures aux pieds et au dos dans cet hôpital de Ziguinchor. Encore choqué par ce qu'il a vécu, il raconte le massacre de samedi. Ils nous ont demandé de les suivre. Une fois dans la forêt, ils nous ont demandé de poser nos vélos, d'enlever nos chaussures, de nous coucher par terre. Et ils ont commencé à nous tirer dessus. Samedi, la région de la Casamance, pourtant calme malgré la présence d'une rébellion active depuis une trentaine d'années, a connu un surprenant regain de violence. 13 jeunes qui coupaient du bois ont été tués par une bande armée. Le président Macky Sall, qui a condamné l'acte, a ordonné que les auteurs soient recherchés et traduits en justice. C'en est terminé avec cette édition du journal. Je vous rappelle les principaux titres. La loi portant principes fondamentaux relatifs au tourisme a été votée par les élus des élus ce mercredi 10 janvier au Sénat. Et puis en culture, l'artiste musicien congolais Félix Oazekwa a procédé ce mercredi 10 janvier à la cérémonie de vernissage de son tout premier livre intitulé « Les petits bonbons de la sagesse ». Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la première chaîne culturelle et d'information.